Salut à tous, vidéo plus longue comme je vous ai promis, la courte vidéo est sur Instagram. Je reviens donc après un temps d'absence pour une demande d'aide personnelle et pour une réflexion. Donc dans cette vidéo vous retrouverez ma demande et aussi la réflexion qui va derrière sur ce que je vis un peu actuellement. Donc vous le savez, je vis une période assez compliquée, déferlement de haine, dénigrement, diffamation. Comme vous avez pu le constater par plusieurs individus ne voulant pas me lâcher et voulant détruire mon image, il faut abattre le soldat Oshinseku, jusqu'à la mort. Donc je fais donc appel à votre aide pour m'aider personnellement dans ce combat juridique, m'aider à vivre car les conséquences sont dramatiques, m'aider à continuer à travailler, à vous communiquer de l'information complexe comme je l'ai toujours fait. C'est pourquoi je lance cette cagnotte. Cette cagnotte, c'est la relève et vous avez été nombreux donc, à être déçus suite à l'arrêt des consultations. Le but est de reconstruire grâce à vous. Cette cagnotte va m'aider personnellement, je ne parle pas de mon entreprise, je vous expliquerai un petit peu la suite. Vous me connaissez maintenant depuis plusieurs années, en passant par le Psychiatre Complexus, les pro-partenaires, j'ai fait mon possible pour vous éduquer à une pensée plus globale. Les choses sont venues à moi, comme je l'ai expliqué, les idées, c'est pas moi qui choisissais les idées, c'est les idées qui me choisissent. Il n'y avait pas de calcul, simplement spectre de lecture différent, pas de code promo, pas de partage des comptes sans réflexion, pas de code binaire, pas de simplisme, mais du complexe dans un contexte. J'ai toujours partagé le fait que l'on ne pouvait pas dire oui ou non, mais simplement bon et mauvais, mauvais, bon dans le mauvais, mauvais dans le bon, et les deux. J'ai adoré tout ce temps partager des vidéos avec vous, de plus en plus complexes, faire des conférences sur des sujets de formation de plus en plus précis, divers, pensée complexe, jeûne intermittent, avec des médecins, chercheurs, psy, présentation de nutrition préventive, discuter de thyroïde surrénale, mais aller plus loin et créer des passerelles. Ce que j'ai fait au cours de ces quelques années, personne à ma connaissance n'a essayé de le faire, la critique étant extrêmement facile et simple et l'action difficile. Cela a demandé forcément un appui psychologique, ça a été très très dur ces dernières années, je vous en ai jamais parlé, j'aurais pu parler de plein de choses qui sont passées, mais c'était compliqué, vous allez le savoir pourquoi. Une réflexion importante aussi avec une intention importante. Je me suis demandé pourquoi certains scientifiques n'arrivaient pas à transmettre leur savoir du point A au point B, et je pense que ça vient de leur transmission de leur savoir, de leur honnêteté, de leur intention dès le début. J'ai toujours gardé une très bonne intention. Je n'ai jamais eu en fait une mauvaise intention pour aider les gens. Ça a toujours été mon travail de cœur. De ce fait, je l'ai fait avec amour et patience. Aucun être, aucun esprit ne peut subir autant de péripéties sans être fou, au mot des minces. Plusieurs étapes ont conduit à mon pattern aujourd'hui psychologique et je voulais vous expliquer un petit peu ça avec ma connaissance, parce que je me suis dit il faut que vous compreniez exactement mon parcours psychologique et ce que j'ai et ce que j'essaye d'avoir. La prise de conscience au développement, le problème de l'organisation de la connaissance, la pathologie du savoir et la nécessité d'une pensée complexe. Alors j'ai pris des notes parce que c'est un peu long et aussi je voulais peser mes mots. Qu'est-ce que l'humain ? L'humain, et là je vais parler de la transformation de l'amour à la haine, c'est une question qui nous a jamais été enseignée ni à l'école, ni en université, au primaire, secondaire ou le supérieur. Pourtant, c'est une question essentielle. Je n'ai pas de haine car la haine, ça remplace donc l'amour, mais j'ai beaucoup de pitié pour certaines personnes, notamment ceux qui ont fait ça. L'amour et la haine sont des émotions qui peuvent être aussi liées à un fort investissement émotionnel. Des gens donnent beaucoup de l'investissement. Parfois, lorsque des attentes en fait sont déçues, des blessures sont infligées ou des conflits émergent, des sentiments de déception, de frustration, de trahison peuvent émerger, entraînant une transformation de l'amour et la haine. On peut supposer au tout début que les gens avaient de l'amour et ont transformé ceci en haine. C'est pour cette raison que vous voyez des gens qui m'aidaient, me partageaient, puis du jour au lendemain se sont arrêtés. La bêtise humaine, comme le disait Jacques Brel, fait partie de l'humain, et si Dieu avait créé des humains tous mauvais, c'est une question que je me suis posée. Comment leur penser que l'humain est capable d'autant de haine ? C'est une question qui m'est encore impossible à résoudre. Peut-être que vous avez la réponse, moi je ne la connais pas. L'homme est à la fois pertinent et insuffisant. Les hommes oublient qu'on est simplement des hommes mortels et qu'on peut mourir du jour au lendemain. C'est aussi la mort qui nous fait un peu douter de nous-mêmes. Pourquoi insuffisant ? Car c'est en constante évolution, ce qui peut expliquer que les personnes qui ont décidé de diffamer, comme certains journalistes, n'ont pas évolué dans la façon de rendre plus complet et meilleur ce monde et la cohésion des individus, ce qui est important. En oubliant bien sûr qu'est-ce qu'une preuve, et pour voir cette réelle réflexion, il faut parler de preuves scientifiques. L'humain est en finalité trinitaire, et vous allez voir pourquoi certains humains sont destructeurs, ceux qui ont prorogé cette haine. L'homme, en fait, n'est pas 33% biologie, 33% humain, 33% société. L'humain est soit 100% individu, 100% social, 100% biologie. La société est à l'intérieur de l'humain dès sa naissance, parce que la culture, les langages et les mœurs et les idées de par sa naissance, la société fait les individus, font la société fait les individus.
Le tout est dans la partie, et la partie dans le tout, les principes d'Heisenberg. C'est pour cette raison que 100% individuel, l'être humain est aussi à 100% social et à 100% biologie. On va parler des interactions, d'où le terme complexus, c'est tisser des liens communs. Il a donc une interaction avec ces trois axes trinitaires, et là ça revient des travaux d'Edgar Morin. Si l'humain est 100% social dans sa boucle hologrammatique, c'est-à-dire que si le système laisse faire autant de haine, c'est qu'il y a forcément des conséquences pour le système lui-même. On ne peut pas... c'est-à-dire que la société ne devrait jamais laisser ces personnes, mais si vous prenez par exemple que les individus font la société, ils poussent à être ceci. Les médias, donc on va parler donc des employés, les ex-collaborateurs vont pousser les médias, et certains journalistes et médias vont pousser les ex-collaborateurs et les employés. Donc les médias font ces destructeurs, et les destructeurs font les médias. C'est une boucle fermée, le groupe Facebook, Naturo, Lidiet, etc. Et les destructeurs poussent ces médias. Est-ce qu'on peut dire que le comportement anormal et de la folie, c'est de la folie, hein, vient de nos gènes? Est-ce qu'on peut dire que c'est notre patrimoine génétique qui nous pousse à être des menteurs, des destructeurs ou des voleurs? Je ne pense pas. C'est l'amour qui fait les idées et qui viennent à moi. Je n'ai pas besoin de réfléchir, par exemple, dans mon cas, lorsqu'un patient est bloqué dans une situation dérange, j'essaie de trouver un chemin pour l'aider à s'en sortir. Je fais des liens depuis ma naissance, mais j'ai travaillé ma capacité à faire des liens. Comme Einstein disait, l'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une capacité à imaginer, c'est ce que j'ai toujours eu, parce que je rêve d'un monde meilleur. Donc peu de choses viennent de nos gènes, comme disait Bruce Lipton avec les cancers. On peut donc dire que les humains ne sont pas mauvais de naissance et ne se transmettent pas. C'est eux qui changent au fur et à mesure du parcours dans leur système. Les limites de cette prise de conscience. Aujourd'hui, accéder au savoir, c'est extrêmement facile, et pourtant règne l'ignorance, l'errance, l'aveuglement, l'erreur qui progressent en même temps que notre connaissance. Tout mon parcours n'a pas été donné en fait des formations, comme je l'ai toujours fait, mais ça a été donné de réfléchir dans le mode d'organisation de notre savoir au système. Idéologie, je voulais apporter la connaissance organisée, d'où le parcours de soins. Je suppose donc qu'il y a un second aveuglement, c'est l'usage dégradé de la raison. Conséquence, on ne peut plus aborder le réel. Qu'est-ce que le réel selon Matrix? Est-ce que c'est juste un signal électrique? C'est ça qui est difficile, notamment les médias ne vont pas comprendre ce que c'est l'amour et la confiance, les erreurs que font les humains aussi. Pour eux, c'est la quantophrine et le calcul. Vous faites ça, vous avez ça. Point, ça s'arrête là. La controverse scientifique, pourquoi elle est intéressante, c'est pourquoi ça fait évoluer la science. Les problèmes anthroposociaux de notre siècle sur le système contractionnaire, donc notamment les goulags en Union soviétique, je vais vous expliquer un petit peu par rapport à l'histoire. Même si le goulag a pu rejeter la périphérie du socialisme soviétique comme phénomène négatif secondaire et temporaire provoqué par l'encerclement capitaliste, à l'opposé, on aurait pu considérer le goulag comme noyau central du système qui révèle son essence totalitaire. C'est-à-dire que, selon les opérations de centration, de hiérarchisation, par exemple Nutri-Score, ultra-transformation, identification, par exemple les MUT, marqueurs d'ultra-transformation, la vision de l'ERSS change totalement. On peut donc déformer le réel, et il faut faire attention, mieux comprendre le réel, c'est vraiment important, et on n'a pas réellement de vérité. Vous savez que l'approche non conventionnelle est à abattre. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai jamais déclaré être pro-non conventionnel. Au contraire, j'ai travaillé avec les deux, avec des médecins qui font du général, etc. ou d'autres, comme vous avez pu le constater. Il y a aussi beaucoup, dans la controverse scientifique, beaucoup de gens, vous avez pu voir Galilée, qui scientifique a été enfermé, puisqu'il a dit la Terre était ronde, mais vous avez aussi d'autres, comme Alexandre Friedman, qui a eu un problème avec l'URSS. Le physicien Evgeny donc Perpelkine, qui est un physicien qui suivait les travaux d'Alexandre Friedman et qui a notamment assisté à l'affrontement entre Einstein et Alexandre Friedman, qui a été notamment tué par c'était l'Union soviétique. Il y avait le jeune astrophysicien Martel aussi qui a répandu cette découverte en disant que l'origine du monde en fait, que le Big Bang, en fait, il y a eu un début avant le Big Bang. Ça a été, bien sûr, ils ont été bien sûr éliminés par le régime soviétique. Notamment, on pensait qu'il était avec Léon Trotsky, donc sur une activité anti-soviétique, et Frédéric arrêté, a été condamné donc à mort après 6 ans de travaux forcés donc au Goulag. Boris Numerov, déporté, torturé puis fusillé. Nikolai Kosseriv, qui a été envoyé au Goulag et condamné à mort. Beaucoup de scientifiques, lors de cette période-là, ont décidé d'aller étudier donc l'univers et de dire que l'Union soviétique n'est pas Dieu, n'est pas le Tout-Puissant, qu'il y a peut-être autre chose qui démarre. Et pourtant, ils y ont été fusillés, tués, enfermés. Donc, l'approche scientifique de la controverse, elle est hyper importante, et vous allez voir que ce processus de réflexion critique est essentiel
au niveau de la science. Et c'est indispensable pour atteindre un processus sur de nouveaux concepts. Mais elle peut également conduire à l'émergence, et là on parle aussi d'Edgar Morin, de nouveaux champs de recherche. Donc il s'agit d'un cercle vertueux de débat et de découverte. Ce que je veux dire par là. Aujourd'hui, on m'a enlevé la controverse et on nous colle une étiquette de la polémique. Une polémique, c'est un processus qui est complètement destructeur, qui n'aboutit qu'à une impasse. Il faut là imaginer un débat où la vision scientifique des choses est incroyablement restreinte et où le moteur du désaccord est l'idéologie ou les intérêts économiques et non les faits. C'est-à-dire que des personnes vont me démonter pour parvenir à leur intérêt, à une concurrence déloyale. C'est ce qui a été fait. Donc c'est-à-dire que une idéologie pour détruire, et on peut même du coup parler donc, de secte, puisque c'est hyper important de parler de ça. Donc une polémique naît souvent d'une déformation idéologique, d'un débat ou d'une controverse scientifique. À des dessins politiques ou économiques, c'est la destruction et la naissance d'une polémique. Toute polémique conduit à une idéologie, groupe, personne, etc. Et c'est là où que les scientifiques peuvent s'impliquer dans ça avec un contexte, comme j'expliquais pour le paradoxe du cruton, un contexte, c'est d'apporter de la nuance et une présentation mesurée. Ensuite, la seconde, qui peut paraître paradoxale, c'est d'expliquer la nature souvent controversée des nouveaux résultats, c'est-à-dire pourquoi on est arrivé à tel résultat, qu'est-ce qui prouve que ces résultats sont peut-être erronés ou pas, ou falsifiables, comme dit Karl Popper. Le troisième, c'est de communiquer clairement sur la complexité du processus d'une découverte scientifique, c'est-à-dire pourquoi cette découverte scientifique, pourquoi va-t-on trouver par exemple des liens entre les surrénales et la thyroïde. C'est une question qui peut être notamment questionnée et doutée, au lieu de dire celui-là c'est faux, il n'y a pas de lien entre la thyroïde et les surrénales, mais il faudrait une controverse scientifique, il faut débattre. Or, les médias utilisent donc la haine propagée comme vérité scientifique. Or, la science évolue vite et il est important de s'actualiser, d'où le fait d'avoir aussi des scientifiques qui sont là, présents pour débattre. Est-ce qu'il y a un hasard? Est-ce que dans tout ce que je fais, c'est un hasard? Je ne pense pas. C'est une étape aussi obligatoire pour comprendre certaines choses. Là, c'est pour cette raison que je vais parler de scientifiques, de physiciens et de mathématiciens qui ont expliqué qu'il n'y a pas de hasard. Il y a même une formule anti-hasard. EIP plus 1 égale 0. Comme le disait Anthony Flew dans la découverte de l'ADN, ou Chandra Wickramasinghe, professeur de mathématiques dans Evolution from Space en 1999, Christian de Duve, Hubert Yockey dans le code génétique, Fred Hoyle au MIT, le biochimique Michael Denton dans le calcul des probabilités et la molécule de cytochrome C, présente dans presque tout le règne vivant, est essentielle pour la respiration cellulaire et composée d'une centaine d'acides aminés. Probabilité d'une chance sur puissance 94, donc c'est-à-dire c'était presque extrême, c'est-à-dire nul. Harold Morowitz, spécialiste de l'application informatique et de la thermodynamique, calcula que la probabilité d'une cellule vivante la plus simple vienne à naître par hasard est de chance sur 10 puissance 340 000, donc c'est-à-dire égal à 0. Il n'y a pas de hasard. Je pourrais citer Bruce Lipton, Perry Reeves, professeur de chimie, Kurt Gödel, avec le théorème de Gödel, logicien, professeur de mathématiques à Princeton, Daniel Cohen, Michael Denton, professeur de biochimie à l'université d'Otago, Priogine, notamment avec l'art thermodynamique, prix Nobel de chimie en 1977, philosophe, épistémologue, Stephen Hawking, professeur de mathématiques, et tant d'autres. Nous avons un chemin de vie, un chemin d'aider son prochain, un chemin de transmettre la connaissance et de savoir ce qui peut vous condamner auprès d'autres. Et aujourd'hui, j'ai un chemin de vie, c'est d'aider les autres, et c'est ce qui me plaît le plus. Le réductionnisme moderne, vous le savez tous, l'empire des disjonctions, le réductionnisme, c'est-à-dire couper, isoler. On a isolé la physique, la biologie, la science de l'homme. La seule façon qu'on trouve ces disjonctions, c'est le réductionnisme, c'est-à-dire de simplifier. C'est-à-dire qu'un hyper spécialiste va résoudre votre problème. Vous le savez aujourd'hui, il y a une sacrée errance médicale. Les gens venaient à nous parce qu'on était leur dernier recours. L'humain est devenu un calcul. Si votre prise de sang montre une TSH qui est bonne, mais que vous avez tous les symptômes de l'hypothyroïdie, peu importe, c'est la prise de sang qui prime et vous pourrez rester avec vos symptômes. La religion, ça devient les formules mathématiques et les équations, donc les formules et les équations mathématiques. L'intelligence aveugle détruit les totalités, elle isole tous ces objets de leur environnement. Ce que dit Edgar Morin, tandis que les médias produisent la basse crétinisation, les universités produisent la haute crétinisation. La méthodologie est corrompue car aucun système ne parle, il n'y a pas de vérité dans un coffre-fort dont il suffirait de posséder la clé et l'essayisme invérifié se partage le terrain avec le scientifisme borné. Et donc il faut de la complexité, c'est le remède. Complexus, c'est tissé ensemble, c'est un tissu commun invisible qu'on ne voit pas. C'est le constituant hétérogène inséparablement associé, ça pose le paradoxe de l'un et du multiple. Et le paradoxe est important puisqu'aujourd'hui on ne veut pas affronter le paradoxe. Pourquoi on a ce paradoxe-là dans la vie? Et aujourd'hui, cette question-là, on ne veut pas la résoudre. La complexité au début,
lorsqu'on l'aborde, c'était effectivement le tissu d'événements, action, interrétroaction, rétroaction et détermination. C'est l'aléa qui conçoit notre monde phénoménal, mais la complexité, c'est en fait le fruit d'un bordel, du désordre, de l'ambiguïté, de l'incertitude. C'est pour la connaissance de mettre de l'ordre dans les phénomènes en refoulant le désordre écarté dans certains cas, c'est-à-dire de sélectionner les éléments d'ordre et de certitude, mais de telles opérations nécessaires risquent de rendre aveugle à d'autres caractères du complexe. Comme je l'expliquais dans la physique ou dans la chimie, dans l'explication du cytochrome C, un seul agencement mauvais pouvait conduire à la destruction des cellules lors de la respiration cellulaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de hasard, et c'est hyper important de comprendre ceci, c'est aussi pour nous faire évoluer. Les difficultés de la pensée complexe que j'essaie d'établir a été en fait d'affronter le fruit de la solidarité des phénomènes. Entre le brouillard, la sortie de la contradiction, et comme j'explique avec le paradoxe du crétois, il est impossible de répondre par oui ou non, il faut un contexte. Il faut répondre par de la pensée complexe. Exactement ce que j'ai fait avec les patients. Même si une analyse est mauvaise, mais que cette dernière présente une glycémie élevée, elle ne permet pas de dire que vous avez forcément un diabète. C'est toujours une mission de vérification du contexte et non de normes. C'est ce que j'ai toujours fait. Cela peut être effectivement dû à un virus ou à un stress. On a vu ça avec le Covid, où la glycémie ne cesse d'augmenter. On a vu que des patients perdaient leur chose du jour au lendemain sans aucune explication, et c'est là qu'il faut remettre dans le contexte. La glycémie peut monter si vous êtes en stress, par exemple. Ça a été un phénomène de flight or fight, de fuite ou de combat, pour notamment affronter, imaginons, un lion. Le problème avec la pensée complexe, c'est d'affronter de facto les preuves de contradiction et de jurer les limites du formalisme. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé d'aller vers la contradiction. Et tout algorithme mathématique entraîne la contradiction et le paradoxe. Les gens ne comprennent pas que la contradiction fait partie de la controverse. La controverse est intéressante pour évoluer. C'est comme ça qu'on trouve des solutions. Ça veut dire que parfois, il y a des choses qui se contredisent, mais tout à fait normales, et c'est fait partie de la vie. On est bon et mauvais, on n'est pas bon ou mauvais. Vous avez des gens qui se transforment en démons et des gens qui se transforment en anges. C'est normal. Nous sommes faits des deux. Il ne faut pas aborder la contradiction comme étant une chose à battre, mais une vérité permettant d'affronter la réalité. Et Edgar Morin a travaillé sur la théorie de cette pensée complexe, les multiples interactions de l'esprit. Vous avez les disputes épidémiologiques entre Popper, Feyerabend, Kohn, Lakatos, etc. laissent place au silence. Cet aveuglement, en fait, et cette barbarie que vous avez pu le constater, fait partie, en fait, d'une barbarie qui n'est pas sanglante comme nous l'avons vécu lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, mais une barbarie qui est éparse, diffuse, dormante, que l'on ne voit pas, comme par exemple les médias. Il nous faut toujours comprendre que nous sommes dans l'ère des barbaries. Nous sommes toujours en prise sur l'esprit humain, et cette pensée complexe est en train de civiliser notre connaissance. Et vous allez comprendre que j'ai besoin de vous pour continuer sur le dogmatisme et la simplification. Aujourd'hui, quel est mon but dans tout ceci? C'est un soutien personnel et non sur mon entreprise. Contre cette haine, ce déferlement, je n'ai jamais vu autant de haine, en tout cas, de créer des groupes contre quelqu'un pendant de nombreux mois et le système laisse passer ça. Faisons barrière à la guerre, Thanatos, et choisissons l'amour, Eros, c'est toujours l'amour qui triomphe. Un moyen de m'aider à créer le parcours parfait, de continuer à travailler, c'est très important, de continuer mon combat comme je l'ai toujours fait et de vous aider dans tout ceci. Donc je me permets, je le répète, avec votre permission, de solliciter votre aide pour une cagnotte, peu importe votre aide, elle sera toujours la bienvenue. J'ai besoin de faire la différence, j'ai besoin de vous pour avancer, la situation personnelle étant compliquée et un peu critique. Pour tout ce qui concerne Complexus, cela n'est pas en lien avec cette entreprise et cette cagnotte-là n'est pas en lien avec cette entreprise-là, elle ne concerne que moi et vous aurez des réponses prochainement pour ceux qui ont eu des questions, des mails, etc. Nous n'avons pas eu le temps de répondre à tout ceci. Je vous remercie encore pour l'attention, vous retrouvez donc cette vidéo plus complète sur YouTube. Et vous remercier depuis ces nombreuses années de me soutenir, peu importe, pour certains, toujours été là, par message, par téléphone, ou m'aider. Beaucoup de gens m'ont aidé, peu importe la situation. En tout cas, merci à vous.